Ça y est, la deuxième semaine du Black November a débuté. Enfin, quand je dis qu'elle a débuté, elle a déjà commencé depuis quelques jours en fait. Ah oui, désolée, j'ai pas encore été très assidue dans mes vlogs. Mais j'ai de bonnes excuses. Lundi, premier jour où j'aurais dû ouvrir ce vlog, c'était l'anniversaire de l'amoureux. Donc forcément, cette journée lui était consacrée et par conséquent vous vous doutez bien que je n'ai pas sorti la caméra ce jour-là. Et que d'ailleurs je n'ai pas beaucoup lu non plus. Et puis hier, là un petit peu moins d'excuses, j'ai juste été un petit peu débordée, j'avais plein de choses à faire. Malgré tout, j'ai pu avancer un petit peu dans mes lectures, mais j'avoue que là encore, lorsque j'ai pensé à prendre la caméra, la journée était déjà plus que bien avancée et je me suis dit tant pis, on ouvrira le vlog demain et puis c'est tout. C'est donc ce que je fais aujourd'hui. Alors en même temps je vous prends, il est 4h30, donc une fois de plus je suis clairement pas en avance. J'étais d'ailleurs en train de publier le vlog de la première semaine que vous aurez du coup normalement déjà vu. Sur ce point là aussi je suis un petit peu à la bourre puisque d'habitude je publie mes vidéos le mercredi aux alentours de 14h, 14h30 et là elle n'y est toujours pas. Je prends donc vraiment 10 minutes, un quart d'heure pour ouvrir ce vlog, vous dire un petit peu où j'en suis et juste après je retourne mettre ça en ligne et accessoirement je retourne aussi un petit peu bosser. Décidément, si l'un d'entre vous a une solution pour rallonger les journées parce que 24 heures c'est vraiment pas du tout assez long, je suis preneuse. Faites-moi en part s'il vous plaît parce que là je ne sais plus comment faire. Concernant le Black November, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, cette deuxième semaine avait pour thème lire des romans, thrillers, blabla, polar, vous connaissez la chanson, ayant sur sa couverture une référence, un visuel, une photo d'une forêt. Et pour ça, j'avais le livre parfait. Enfin, j'en avais prévu 3 pour cette semaine, mais clairement, mon taux de réussite pour ce qui est de lire ces 3 livres est proche du néant, même très très proche du néant. J'ai donc décidé de commencer par celui qui, bien sûr, me tentait le plus, même si c'était clairement pas le plus court. Et il s'agit de Dans les bois éternels de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Pour la référence à la forêt, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Entre le titre et la photo de la couverture, on est pile dans le thème. C'est donc, comme je l'avais dit, le tout dernier de Fred Vargas que je n'ai pas encore lu, hormis son essai, on va dire, sur l'écologie. Mais vraiment de ce qui est de ses romans, c'est le seul que je n'avais pas encore lu. Donc je suis ultra contente de me plonger dedans parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas lu. Mais en même temps, j'ai ce petit pincement au cœur de me dire après j'en ai plus quoi. Bon alors vous vous en doutez bien, auteur chouchou oblige. Forcément, pour l'instant, je suis très bien dans ma lecture, c'est un petit régal pour moi. Une fois de plus, il faut accrocher au style de Fred Vargas et à ses personnages que personnellement j'adore. Comme bien souvent avec Fred Vargas, on a une espèce de myriade de petites histoires et de petits détails qui semblent n'avoir aucun rapport et qui finalement à la fin vont tous se relier pour qu'on se dise « Ah mais oui !» Ok, je comprends, là, tout se met en place. Tout ça pour vous dire que j'en suis à la page 142. Alors, je n'avance pas très vite, non pas parce que je n'aime pas, comme vous l'aurez compris, mais plus parce que j'ai du mal à me dégager du temps. Il n'empêche que quoi qu'il arrive, parce que j'aime beaucoup trop ce roman, son auteur, et qu'il n'y a pas de raison, vu comment ça se lit très bien pour moi, j'aurai forcément fini ce roman avant la fin de la semaine. Et j'espère du coup pouvoir en lire un autre et vous en parler. Et en parallèle, j'ai quand même débuté une lecture qui fait partie de cette thématique qui court tout le long du mois de novembre, qui est donc de lire des romans dont le titre ne comporte qu'un seul mot. Et comme je vous l'avais dit, parce que là encore je suis un petit peu en manque de cet auteur, j'ai commencé Carrie de Stephen King. Bon, je l'ai vraiment juste commencé parce que je n'en suis qu'à la page 38, mais que voulez-vous, c'est Stephen King. C'est bon, c'est très bon, je vois pas comment dire de plus. On est tout de suite plongé dans l'ambiance avec cette jeune fille de 17 ans, Carrie, qui est complètement harcelée par ses différents camarades de classe parce qu'elle a été élevée, enfin elle l'est toujours, d'ailleurs elle vit toujours avec sa mère qui est une fanatique religieuse, mais vraiment fanatique. On ouvre quand même ce roman sur une scène où Carrie est dans les douches de l'école parce qu'elle vient de terminer une séance de sport et malheureusement elle a ses règles pour la première fois de sa vie, sauf qu'elle ne sait absolument pas de quoi il en retourne. Sa mère ne lui en a jamais parlé, du coup elle est complètement paniquée
Et bien sûr, ses camarades de classe en profitent pour se foutre allègrement de sa gueule et de lui en mettre plein la tronche, hein, parce que bon, les enfants et les ados entre eux, c'est bien connu, sont des anges. Et on découvre aussi très vite que Carrie a une petite spécificité qui s'appelle, si je me souviens bien, parce que j'ai toujours peur de me planter, la télékinésie, c'est-à-dire qu'elle peut déplacer des objets par la pensée. Et c'est surtout ce qu'elle fait hein, quand elle est en colère, triste, poussée un petit peu dans ses retranchements, et vu que tout le monde lui en fout plein la tronche, vous vous doutez bien que ça arrive de plus en plus souvent et qu'à un moment ça risque de péter assez fort. Ce n'est pas une relecture, je n'avais jamais lu ce King, il est très très court. Donc là encore, c'est sûr, ce mois-ci, il y passe. Bon, et puis comme je vous l'ai dit, comme j'ai encore plein de choses à faire, je retourne tout de suite à ma mise en ligne et à mon boulot. Et j'espère avoir le temps de bouquiner un petit peu ce soir pour avancer dans les 2 lectures que je viens de vous montrer. Et dès que j'ai avancé, que j'ai des choses à vous dire, bien sûr, je reviens vous faire un petit point. Samedi 14, je reviens enfin vers vous et oui, décidément cette semaine, j'aurai très peu vlogué. Et bon, que voulez-vous, j'avais plein de choses à faire et pas forcément grand chose de très intéressant pour vous à vous montrer, donc ceci explique cela. Malgré tout, et malgré le fait que j'ai eu un rythme de lecture assez pourri, je dirais, cette semaine, j'ai néanmoins terminé Dans les bois éternels de Fred Vargas. Du coup, vous l'aurez compris, je revenais aujourd'hui vous débriefer un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors pour vous faire un résumé de cette histoire, ça va être assez compliqué parce que je dirais que Fred Vargas, un petit peu comme d'une certaine manière Donato Carisi, ce sont des spécialistes pour planter un décor assez nébuleux avec pas mal d'éléments qui au premier abord n'ont pas de rapport entre eux et qui finalement à la fin font que le puzzle se mette en place. Ce qui fait que si je vous fais un résumé, ça risque de paraître assez décousu. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce roman fait partie d'une saga avec un personnage récurrent qui est le personnage du commissaire Adamsberg, qui est un commissaire de police assez particulier, un peu bougon, qui vient du Béarn, qui a été propulsé à Paris. Et ici, donc, il vient d'emménager dans une nouvelle maison, à Paris ou en région parisienne, je ne sais plus. Il fait la connaissance de son nouveau voisin qui lui raconte entre autres que sa maison, donc la maison d'Adamsberg, est hantée par une vieille nonne, une histoire assez bizarre mais soit. Et surtout en parallèle de ça, on a retrouvé à Clignancourt, je crois, les cadavres plutôt de 2 hommes. Alors les stupes pensent que ce sont 2 petits caïds et du coup veulent récupérer l'affaire pour eux, mais Adamsberg a comme une intuition et sent bien que ces 2 meurtres n'ont rien à voir avec un probable trafic de stupéfiants et du coup il va tout mettre en œuvre pour récupérer lui l'enquête avec sa brigade de la crime. Et ça va par la suite être bien plus que ça, mais j'ai pas envie de trop vous en dire pour, comme je vous le disais, garder le suspense et la découverte qui va se faire au fur et à mesure. Bon, une fois de plus, je suis désolée pour le manque de luminosité, mais il est pas très tôt et clairement j'avais la flemme de sortir les grands parapluies de lumière, etc. Donc bon, on fera avec. C'est donc, vous vous en doutez, un petit peu avec un plaisir non dissimulé que j'ai donc retrouvé la plume et l'univers si particulier de Fred Vargas. Une plume et un univers d'ailleurs qui m'avait terriblement manqué parce que je me souviens plus à quelle date j'ai lu mon dernier Fred Vargas, mais ça commence pas mal à remonter. Et comme je l'avais dit, je me gardais celui-ci en dernier recours parce que je n'ai plus que celui-ci à lire, ce qui fait que j'ai mis pas mal de temps à le sortir de ma palle. Alors tout d'abord, j'ai adoré retrouver le personnage d'Adamsberg avec ses faiblesses d'homme, ses doutes, ses questionnements et aussi ses bizarreries. Son instinct et ses petites idées qui viennent
parfois lui gratter la tête sans qu'il arrive vraiment à comprendre pourquoi. En fait, je trouve ce personnage profondément humain et touchant, et je crois que c'est vraiment ce qui me plaît le plus en fait chez ce personnage, ça et son petit côté un petit peu sage qui s'ignore. Et puis au-delà d'Adamsberg, j'ai adoré replonger dans cette brigade avec des personnages qui sont tous singuliers et, croyez-moi, tous bien hauts en couleur. J'adore par exemple le personnage de Violette Rottencourt qui est une femme flic hors norme, que ce soit d'ailleurs physiquement ou mentalement, qui a une sorte... qui dégage une sorte d'aura vraiment particulière sur la brigade et qui est d'ailleurs bien souvent décisive dans les enquêtes. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que Adamsberg la qualifie très souvent de déesse moderne et voilà, il y a quelques flics comme ça qui ont envers elle une sorte d'admiration presque mystique et ouais, je crois que c'est aussi pour ça que j'aime autant ce personnage. Et j'aime aussi beaucoup le personnage de Danglars qui est, on va dire, l'adjoint d'Adamsberg. Un flic doté d'une incroyable érudition qui en plus de ça est extrêmement fidèle en amitié et est également doublé d'une facette de père célibataire que je trouve extrêmement attachante. Au-delà des personnages, j'ai aussi beaucoup aimé l'intrigue de ce roman et d'ailleurs avec une fin qui a réussi à me surprendre. Une fin bien ficelée et une histoire qui, comme bien souvent d'ailleurs avec Fred Vargas, prend appui sur des légendes et des croyances populaires pour à la fin aboutir finalement sur... justement une fin qui n'a rien de surnaturel. Je dis ça parce que c'est vrai que le côté un petit peu mystique et voilà, et croyance et surnaturel peut parfois un peu transpirer des romans de Fred Vargas, mais pour ceux qui auraient peur justement de tomber dans quelque chose qui toucherait au fantastique, sachez que ce n'est pas du tout le cas. Il y a toujours bien sûr une explication qui est parfaitement rationnelle. Donc voilà, sachez que si vous n'aimez pas le surnaturel, vous pouvez y aller sans souci. J'aime vraiment l'ambiance que Fred Vargas instaure dans ses romans. Une ambiance à la fois brumeuse, un brin mystique et pourtant très réaliste à la fois, qui met bien souvent en avant des personnes de la campagne française avec justement leurs croyances et leurs traditions, bien que la brigade d'Adamsberg, elle, soit vraiment localisée à Paris. Je reviens, je vais essayer quand même d'allumer la lumière parce que là, je vois dans le retour que ça commence à être quand même sacrément compliqué. Bon, en fait, en mettant la lumière au-dessus, c'était pire, donc bon, on va faire avec. Il n'y a peut-être qu'un seul passage qui, dirons-nous, m'a peut-être un petit peu dérangé dans cette histoire. C'est un passage où il est question d'un chat. Si vous l'avez lu, je pense que vous allez comprendre duquel je parle, parce que ce passage m'a semblé pour le coup assez peu réaliste, ce qui est d'ailleurs rarement le cas dans les romans de Fred Vargas, donc ça m'a un petit peu étonnée et ça m'a un petit peu déplu pour le coup, mais c'est vraiment, je dirais, le seul passage qui m'a un petit peu posé problème. Malgré ça, pour le reste, je pense que j'ai tout aimé. J'ai d'ailleurs particulièrement apprécié le fait que dans celui-ci, elle y fasse apparaître, ou intervenir en tout cas, des personnages de sa saga sur les apôtres, qui n'a rien à voir avec la religion, hein, malgré le nom, et qui est, je pense, ma saga préférée chez Fred Vargas. Donc voilà, cette espèce de crossover de personnages était plutôt sympathique. Et puis, il n'y a rien à faire, j'aurais du mal à l'expliquer, mais j'aime sa plume et son univers, elle arrive à chaque fois à m'embarquer avec elle. Alors je vous préviens, c'est pas le type de roman policier où les choses vont à 100 à l'heure, pas du tout, mais pour autant, à chaque fois, elle m'embarque et à aucun moment je me suis ennuyée. Et j'aime aussi beaucoup les dialogues de ces personnages qui sont parfois extrêmement minimalistes, mais parfaitement justes. D'ailleurs, le côté minimaliste peut complètement être compréhensible parce que l'on a souvent affaire à des personnages un petit peu taiseux, donc ça leur correspond à 100%. Et puis aussi, elle n'hésite pas à distiller un peu d'humour dans ses dialogues, et personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie toujours bien. Et j'aime son style qui, pour moi, est un mélange de romans policiers, de poésie et de partage d'érudition. Il n'y a rien à faire, je trouve qu'elle a vraiment une patte particulière que personnellement je pense que je pourrais reconnaître en lisant même pas une dizaine de pages. Alors oui, on accroche ou pas à son univers, je sais qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas aimé du tout, mais personnellement, voilà, si comme moi vous vous accrochez, si comme moi
vous arrivez à rentrer dans son univers, je peux vous dire que c'est un véritable délice à chaque fois d'intelligence et d'originalité. Pour ma part, même si ce n'est pas mon Fred Vargas préféré, ça n'en reste pas moins, je trouve, un très bon cru. Et ça ne fait que confirmer que cet auteur fait bien sûr partie de mes auteurs chouchous. Le seul véritable problème en fait que j'ai avec ce roman, c'est que c'était mon dernier de Fred Vargas. Voilà. Oui, à ce jour, j'ai lu tous ses romans. Je suis donc tristesse et désespoir. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi lire, je n'ai plus qu'à croiser les doigts pour espérer qu'elle est en train d'écrire son prochain roman avec Adamsberg ou non d'ailleurs, et qu'elle sorte donc très vite une nouvelle histoire dont elle seule a le secret. Comme vous l'aurez donc compris, cette semaine, niveau lecture, ça a été plutôt fameux pour moi. Bon, en même temps, je prenais pas vraiment de risques en choisissant une auteure chouchou, même si on n'est jamais à l'abri d'une déception. Il y avait ce petit côté un petit peu doudou, retour à la maison, et effectivement, c'est vraiment ce que j'ai trouvé en lisant ce roman-ci, de retrouver un petit peu des marques que j'aime, voilà, des lectures dans lesquelles je me sens bien, et c'était vraiment chouette. Même si ce n'était pas un livre très court, j'ai vraiment adoré de faire cette lecture. Alors comme je le disais, j'ai pas eu énormément de temps à lire, mais en attendant, je suis très contente d'avoir lu celui-ci et de l'avoir fait passer en premier. Parce que, je le rappelle, j'avais sorti 2 autres romans avec des couvertures ayant une référence à la forêt. Mais il va falloir se rendre à l'évidence. Nous sommes samedi, il est 17h et je n'aurai clairement pas du tout le temps de lire un autre roman pour cette consigne. Mais j'ai repris une autre lecture que j'avais commencé la semaine dernière d'un autre auteur qui, je pense maintenant, est aussi un auteur chouchou. C'est donc Carrie de Stephen King. J'ai passé la moitié et... que vous dire à part que ouais, c'est très bon, hein, c'est vraiment pour moi du très bon King et je ne m'ennuie pas une seconde, c'est ultra intéressant. Je vous en reparle, je pense, demain parce que clairement à mon avis je l'aurai terminé. Mais autant vous dire que cette semaine entre le King et Fred Vargas, ça a été une semaine pour moi classée sous le signe de la très bonne lecture et clairement du plaisir. Soyons honnêtes, il y a comme ça, pour moi, des petites valeurs en général plutôt sûres. Et cette semaine, j'ai pas pris trop de risques et j'ai bien fait, parce que ça fait quand même du bien et ça met du baume au cœur de faire des chouettes lectures. Donc voilà, je ne sais pas quelle lecture vous avez de votre côté fait cette semaine, en tout cas je serais très curieuse de savoir les titres que vous avez choisis et surtout si ça a été des bonnes lectures. Et puis de mon côté, je m'en vais de ce pas me replonger dans Carrie. Parce que là j'arrive quand même au passage où il y a le bal de l'école, où l'on sait pertinemment dès le début qu'il va y avoir, disons, une grosse catastrophe. J'arrive un peu à ce moment fatidique où les choses vont sérieusement partir en cacahuète, et j'ai du coup hâte de voir comment les choses vont se goupiller et comment on en est arrivé là. Il me reste 100 pages, je vais essayer de le terminer ce soir, au pire il sera terminé demain, et dans tous les cas, bien sûr, je vous en reparle demain. Et d'ailleurs, demain, ce n'est pas impossible qu'une fois de plus, je vous embarque dans ma cuisine parce que j'ai envie de tester, d'essayer de faire des cheese naan. Parce que je suis clairement en manque de bouffe indienne aussi, et que pour moi, l'une des meilleures choses que l'on peut manger dans un restaurant indien, ce sont les cheese naan. Bon, par contre, une fois de plus, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais fait, donc je ne garantis pas du tout la réussite. Et si mes cheese naan ressemblent à la fin à des crêpes bretonnes, vous aurez le droit clairement de vous foutre de moi. C'est dit, c'est lancé, les vannes sont ouvertes. Donc sur ce trêve de plaisanterie, je vais retourner à ma lecture et allumer pas mal de loupiottes parce que là ça y est, 5 heures passées, la lumière décline, je n'en peux plus de cette période de l'année. Sans parler du coco, heureusement que le Black November est là, je vous le dis. Bref, à demain. Bon, à tous les gourmands qui sont derrière leur écran, est-ce que ça vous dirait qu'une fois de plus, je vous emmène dans ma cuisine? On va tester aujourd'hui les cheese naan. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et d'ailleurs, dans le dernier vlog, l'une d'entre vous m'a demandé si je comptais ouvrir une chaîne autour de la cuisine. Absolument pas, hein, parce que déjà je suis clairement plus que débutante, qu'en général je ne suis absolument pas une recette, mais quand je cuisine c'est plutôt au feeling, ce
ce qui fait que je suis incapable de reproduire 2 fois la même recette. Et en plus de ça, pour ceux qui me connaissent très bien, ils pourraient vous dire qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'étais vraiment une calamité totale en cuisine. Mais quand je dis calamité, c'est pas exagéré, c'est-à-dire que j'ai failli foutre le feu à peu près 3 fois mes différents appartements à cause de mon incompétence en cuisine et de mon côté tête en l'air. Ah non mais je vous l'ai dit, hein, franchement, fut un temps où personne ne voulait me voir en cuisine. Personne. Donc non, hein, l'idée de la chaîne cuisine, croyez-moi, c'est une très mauvaise idée. Je n'ai vraiment aucune leçon à vous donner de ce point de vue-là. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on va tester une nouvelle recette. Juste histoire, une fois de plus, de se challenger et surtout de se changer les idées. Ah, et comme d'habitude, et parce que la recette n'est absolument pas de moi, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo tuto que j'aurais suivi. Mon Dieu, quand je vous dis que ce temps, c'est une calamité. Comme si le confinement c'était pas suffisant, en plus de ça, on se tape un temps pourri. Vivement l'été prochain, moi je dis. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment l'hiver, mais moi c'est vraiment pas ma came.
Dimanche 15 novembre, je vous reprends depuis la seule pièce où j'ai encore un semblant de lumière naturelle. Parce que je vais pas vous mentir, dehors il fait un temps de chiottes et on s'est tapé un vent à décorner les bœufs. Bon, le seul gros avantage du coup, c'est que c'était un peu le temps parfait pour avancer dans mes lectures. Parce que par un temps pareil, moi j'ai qu'une envie, c'est de me faire une petite tasse de thé, de me foutre sous mon plaid et de prendre un bon bouquin. Oui, je suis le stéréotype même de la lectrice dans toute sa splendeur, mais c'est pas grave, on va dire que j'assume le stéréotype. Du coup, le bon côté de la chose, c'est que ce matin, j'ai pu terminer Carrie de Stephen King. Et par conséquent, il fallait que je vous en parle, surtout que j'ai moult choses à dire sur le sujet. Je vais aller ouvrir au chat qui est en train de gratter et je suis à vous dans 2 secondes. Voilà, du coup si vous entendez une clochette, c'est juste mademoiselle qui avait envie de s'incruster dans la vidéo. Parce que sinon c'est pas drôle. Oui, vas-y, frotte-toi mon trépied pour faire passer la pilule. Et là, elle est en train de me demander pour ressortir. Est-ce que vous aussi vous êtes complètement esclave de votre chat? Parce que là j'arrive à un niveau où je sais plus quoi faire. Bon, malgré tout, je vais essayer de vous parler de Carrie, qui est, je le rappelle, un roman très très court. Alors, si je dois vous refaire un pitch, parce que je ne sais absolument plus si je vous ai parlé de cette histoire pour ceux qui potentiellement ne la connaîtraient pas. C'est donc l'histoire de Carrie, une jeune fille de 16-17 ans qui est élevée seule par sa mère qui est une fanatique, même extrémiste religieuse. Carrie est clairement rabrouée, voire même totalement harcelée par ses camarades de classe. Sauf que Carrie a une petite particularité, c'est celle d'avoir le don de télékinésie, c'est-à-dire de déclencher des choses ou de bouger des objets seulement par la force de la pensée. Bon, et je ne spoile pas, hein, forcément une gamine harcelée, rabrouée et tout ce que vous voulez avec un don à un poil destructeur, faut bien se douter qu'à un moment ou à un autre, ça va sévèrement partir en sucette. Et pour ma part, je trouve que c'est encore un très bon cru de la part de Monsieur Stephen King. Alors, faut reconnaître que j'ai quand même rarement été déçue par ses romans. C'est arrivé quelques fois, mais c'est quand même très rare. Et celui-ci m'a particulièrement embarqué, je dirais. Et puis je trouve que de tous les Stephen King que j'ai pu lire jusque-là, pour moi, c'est clairement celui que j'ai trouvé le plus horrifique. J'avoue que par moments, j'avais un petit peu de mal à comprendre cette réputation que Stephen King a d'être comme ça le roi de l'horreur, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'avais ressenti jusque-là dans ses romans, mais j'avoue qu'avec celui-ci, j'ai particulièrement ressenti cette horreur, cette noirceur, cette destruction et ce mal qui engloutit tout sur son passage. Alors bien que, comme je l'ai dit, c'est un roman assez court puisqu'il fait à peu près 250 pages, j'ai trouvé qu'il concentrait énormément d'idées, énormément de réflexions, énormément de pensées et pour ça, j'ai trouvé qu'il était particulièrement bien construit et bien rythmé. J'ai d'ailleurs bien aimé la construction que j'ai trouvé très originale de ce roman-là, puisque on a des passages alternés, disons certains racontés du point de vue de Carrie à la première personne, d'autres sont des rapports scientifiques ou juridiques, et d'autres encore sont des passages racontés carrément du point de vue d'un narrateur externe. C'est extrêmement pratique de mettre une cloche au collier de votre chat, mais alors quand on tourne des vidéos, ça devient vite très agaçant. Je m'en excuse, je ne peux rien y faire. Je sais pas si vous la voyez là derrière. Quand je vous dis qu'elle aime troller mes vidéos. Tranquille? Ouais, si t'es pas dans le champ, c'est pas cool. Hein. Bon, on essaye de reprendre. Je disais donc, alors qu'un petit peu au premier abord, on pourrait croire que cette construction donnerait peut-être quelque chose d'un peu brouillon, et bien au contraire, j'ai trouvé que ces différentes voix, entre guillemets, se répondaient parfaitement et permettaient aussi d'avoir une vision un petit peu globale de la situation et que ça permettait aussi de mettre en parallèle les différents points de vue, les différents vécus même qui sont parfois diamétralement opposés. C'est donc un roman que j'ai trouvé très sombre, cru par moments et particulièrement angoissant, mais que bizarrement j'avais beaucoup de mal à quitter. Alors bien sûr on y retrouve certaines thématiques, je dirais, chères à Stephen King, que l'on retrouve très souvent dans ses romans, comme la thématique des enfants, même si ici on est plutôt sur des adolescents, ou encore la thématique de la religion, mais aussi le fait que, une fois de plus, l'action se déroule dans une petite ville du Maine. Le thème de l'adolescence et plus particulièrement, je dirais, de la difficulté que l'on peut avoir parfois à traverser cette période
est clairement abordée et clairement lisible dans ce roman, puisque je le rappelle, ce roman s'ouvre sur une scène où Carrie, notre personnage principal, va découvrir ses premières règles et c'est vraiment un événement qui va complètement chambouler sa vie. Et au-delà d'ailleurs de chambouler sa vie, ça va carrément opérer un grand changement en elle, et pas d'un point de vue physiologique. En plus de ça, on a aussi la thématique du harcèlement moral et même physique qui est clairement abordée là encore dans cette histoire, et c'est d'ailleurs, comme vous vous en doutez, une thématique très importante ici. Une thématique qui est d'ailleurs abordée de façon, je dirais, frontale, sans phare, et pour moi c'est vraiment l'une des choses qui fait vraiment la force de cette histoire. Le fait de mettre en lumière que non, les enfants, ou ici plus particulièrement les adolescents, ne sont pas forcément innocents à tout prix et que bien au contraire, ils peuvent parfois même faire preuve d'une cruauté sans nom. Alors bien sûr, vous l'aurez deviné, en plus de ça, la thématique de la religion transpire complètement de ce roman. Et d'ailleurs, plus que la religion, je dirais qu'ici, c'est vraiment au fanatisme religieux que Stephen King a décidé de s'attaquer. Il montre comment, poussée à l'extrême, la religion peut vraiment causer des dégâts irréparables. Et bien que cela puisse peut-être paraître par moments un petit peu caricatural, je crois qu'il faut vraiment regarder les choses en face et se dire que oui, aux États-Unis et d'ailleurs dans d'autres pays du monde, ce fanatisme et cet extrémisme religieux existent toujours bel et bien, et qu'effectivement il peut complètement créer des comportements déviants et dangereux. D'ailleurs, j'ai aussi eu le sentiment que dans ce livre, Stephen King mettait en avant, je dirais, l'une des plus grandes contradictions peut-être du peuple américain, à savoir cette ambiguïté entre sexualité et puritanisme. Bon, je suis désolée, ce coup-ci va vraiment falloir que je ouvre. Décidément, faire des chroniques littéraires avec un chat, c'est loin d'être évident. Bref, pour revenir à cette opposition dont je vous parlais, je trouve qu'on ressent à de nombreux moments dans ce roman cette opposition entre d'un côté ces adolescents qui découvrent leur sexualité de façon d'ailleurs plus ou moins équilibrée, et d'un autre côté en opposition comme un peu une réponse à ce péché de la chair, cette chape religieuse que l'on ressent vraiment dans cette vie et sur ces adolescents finalement. D'ailleurs ici j'ai trouvé que les champs lexicaux de la sexualité et de la religion étaient vraiment omniprésents, comme celui d'ailleurs de la destruction. Et puis il y a pour moi un autre point hyper important dans ce roman, et pour le coup je ne sais pas si c'est une véritable interprétation, si c'est vraiment quelque chose que l'auteur a voulu développer et faire transparaître de son roman, ou si c'est vraiment une interprétation strictement personnelle, mais j'ai trouvé que cette histoire était une vraie métaphore de cette question qui a beaucoup divisé et qui divise d'ailleurs toujours aussi bien les scientifiques que les spécialistes des tueurs en série, à savoir cette grande question de le crime est-il inné ou acquis, avec cette opposition finalement entre nature et culture. Alors je m'explique, je sais pas si tout le monde est au courant, mais encore à ce jour, il y a des recherches scientifiques qui sont effectuées, et surtout d'ailleurs sur les cerveaux des tueurs en série décédés, afin de trouver des rapports ou des corrélations physiques entre les cerveaux de ces différents criminels pour potentiellement identifier des similitudes physiques et ainsi peut-être déceler dès le plus jeune âge les individus qui sont les plus susceptibles de devenir finalement des criminels. Alors encore aujourd'hui, certains soutiennent cette théorie dure comme fer, une théorie qui d'ailleurs du coup pose aussi pas mal de questionnements éthiques et moraux, je dirais. Et j'ai trouvé que cette thèse était ici abordée surtout dans les passages où il y est question de rapports scientifiques, où ici on aborde la question du syndrome de télékinésie qui est traité comme un gène héréditaire et donc dangereux, à neutraliser donc, mais complètement naturel. Et en même temps, d'un autre côté, on ne peut que se dire que ce qui a finalement fait basculer Carrie, c'est toute cette humiliation, tout ce harcèlement et même tout cet endoctrinement religieux qu'elle a subi dès le plus jeune âge. Et dans ce cas, la transformation de la jeune fille sage en criminelle serait complètement culturelle et donc acquis et non pas inné. Vous l'aurez donc compris, c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui, je trouve,
au-delà de proposer une histoire réussie et une ambiance au cordeau, ouvre aussi certains questionnements qui ici sont presque philosophiques ou en tout cas moraux. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé que, comme bien souvent dans les romans de Stephen King, il lui fasse des petites références à ses autres œuvres. C'est d'ailleurs principalement pour ça que j'ai mis des petits signets dans celui-ci, et je vais vous en donner quelques-uns que personnellement je pense avoir relevés. Alors le tout premier, je tombe sur une page où il y est fait une référence à Lee Harvey Oswald, qui est du coup la personne qui a assassiné Kennedy, et forcément quand on a lu King, on ne peut penser qu'à 22-11-63. Page 118, on a aussi un personnage qui est nommé Freddy Overlook, Shining. Vous voyez un petit peu la référence subtile, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Page 184, il y est question d'une Plymouth 77 qui est également, si je me souviens bien, une voiture qui est la voiture de Jack, je crois. Ouais, je crois que c'est Jack, le personnage principal, là encore, de 22-11-63. Là, on a quand même une double page où l'on a un personnage qui s'appelle Christine et qui, sur l'autre page, est surnommé Charlie. Charlie, Christine, là encore si vous connaissez un petit peu l'œuvre de Stephen King, ça devrait vous parler. Et puis pour terminer, là j'ai une page où on a une répétition des mots ça, dont la deuxième fois en capitale. Alors est-ce que c'est moi qui vois une référence à l'œuvre ça, alias It en version originale de King, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je ne sais pas. Bref, si vous avez noté peut-être d'autres références dans ce King-là, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait beaucoup rire. Moi j'aime bien chercher un petit peu comme ça les références plus ou moins cachées. C'est mon petit côté fantasme de devenir détective, je crois. En bref, bien que ce soit un roman très court, je trouve que c'est un Stephen King finalement assez dense, qui embarque très facilement le lecteur, qui le plonge dans une véritable descente aux enfers où on ne cesse de se répéter finalement au fil des pages et si, et comme on dit, avec des si on refait le monde. Ou en tout cas là on aurait pu réécrire l'histoire de Carrie. C'est donc pour moi un très bon King que je ne suis pas prête d'oublier. En même temps je dis ça, mais je pense que de tous les King que j'ai pu lire jusqu'ici, je n'en ai oublié aucun. Et c'est donc pour moi clairement un roman à découvrir. C'est donc un King de plus à mon actif. Je suis vraiment très contente, vous l'aurez compris, d'avoir fait cette lecture. Et entre ça et Fred Vargas, autant vous dire que cette semaine niveau lecture, ça a été l'éclat total. Voilà, je pense que c'est donc ainsi que je vais clôturer ce vlog. Une fois de plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pour cette semaine. Je serais vraiment très curieuse de le savoir et surtout de savoir s'il y a vraiment des titres que vous avez adorés. Et n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires parce que je crois qu'en cette période où clairement les liens sociaux se perdent et me manquent énormément, et bien encore plus que d'habitude, ça me fera une joie immense de pouvoir échanger un petit peu avec vous. J'espère donc que votre Black November se passe bien. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique qui sera cette fois-ci lire des thrillers, romans noirs, etc. autour de l'enfance. Et j'ai 2 titres en réserve qui me font tellement envie. Avec un peu de chance, ça risque d'être encore une semaine de lecture fort réussie. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!